Bonjour à tous et à toutes. Nous allons vous présenter un retour d'expérience sur la mise en place d'une GTB dans un établissement médico-social, en particulier un EHPAD de l'association Les Bruyères. Je suis accompagné de Julie Rodrigue, donc, qui est la directrice du pôle immobilier de l'association. Et moi, je suis ingénieur commercial au sein d'Enera, bureau d'études techniques. Et pour passer, c'est celui-ci. Donc on a mis en place cette solution dans le cadre du décret BAX sur un établissement médico-social et je vais vous laisser, Madame Rodrigue, présenter votre établissement et les enjeux de la mise en place de cet équipement. Bonjour à tous, donc Julie Rodrigue, secrétaire générale et directrice du pôle immobilier de LBA. LBA est une association loi 1901 à but non lucratif qui gère 19 EHPAD et 5 résidences autonomie sur l'ensemble du territoire national. Le cœur de notre activité, c'est d'accueillir, héberger et prendre soin des personnes âgées. C'est donc une population qui est plus fragile et notamment dans son ressenti au confort thermique. C'est pour ça que la transition énergétique doit être prise différemment, en tout cas avec un regard particulier sur la notion de confort pour nos résidents. On a fait un petit focus effectivement sur le site qui est un EHPAD en Loire-Atlantique, puisque nous avons fusionné avec l'association qui gérait cet EHPAD en 2022. Et cet EHPAD de 74 chambres dispose d'espaces collectifs destinés, en tout cas utilisés par nos résidents, et d'autres qui sont exclusivement utilisés par nos collaborateurs. Alors pourquoi on a fait le focus et on a pris ce site comme site pilote par rapport à l'expérimentation GTB? Parce que effectivement, lors de la fusion-absorption que nous avons organisée avec cette association, on a appris effectivement que les contrats cadres gaz et électricité arrivaient à leur terme au 31 décembre 2022. Et malheureusement, au moment du rapprochement, c'était l'explosion au niveau des marchés énergétiques. Et si j'ai pu effectivement rattacher le contrat cadre à notre contrat cadre électricité, ce site, je n'ai pas pu le faire pour le gaz. Donc il était impératif effectivement de pouvoir organiser un dispositif efficace pour réduire la consommation. Alors, je vous ai évoqué déjà l'enjeu économique. Bien évidemment, on avait des enjeux réglementaires comme tous les établissements, avec le décret BAX qui effectivement oblige d'équiper effectivement d'un système de régulation tous les bâtiments tertiaires non résidentiels qui disposent d'une installation chauffage et climatisation. Et puis nous avions aussi le décret tertiaire qui, dès 2020, nécessitait d'intégrer toutes nos consommations de 2010 à 2019, de sélectionner une année de référence pour derrière évaluer l'atteinte des objectifs imposés, à savoir moins 60% en 2050. Moins 40% en 2030, c'est demain. Alors, je ne reviens pas sur l'économique, vous avez compris. On était sur ce site-là particulièrement fortement impacté puisque le contrat gaz que nous avons été obligés de contractualiser nous faisait passer de 19 € du mégawattheure à 142 € du mégawattheure. Autant dire que sur un établissement géré par une association à but non lucratif, l'impact sur les résultats de cet établissement est immédiat. Et nous avons l'obligation vis-à-vis des autorités de tutelle de présenter des comptes à l'équilibre. Donc c'était d'autant plus compliqué. Il nous fallait une action, un dispositif donc efficace, puisque même avec le bouclier tarifaire que nous avons appelé, ça ne permettait pas d'empêcher en tout cas le déficit qui s'annonçait. Et puis n'oublions pas que les EHPAD, on a été fortement impactés avec la crise sanitaire au niveau économique et que c'était une difficulté supplémentaire. Et que toute incidence économique des établissements, in fine, se reporte sur le prix de journée que doit effectivement couvrir le résident et sa famille. Donc, en tant que professionnel du médico-social, on se doit de rechercher des solutions efficaces, immédiates pour réduire la consommation, pour optimiser donc ces charges de fonctionnement qui pèsent sur le résident, mais aussi rechercher toutes les sources de financement qui vont nous permettre de réduire l'investissement, le coût d'investissement. Et puis, comme je vous l'ai dit en introduction, on est sur une population extrêmement fragile qui n'a pas le même ressenti que nous au froid ou à la chaleur. Donc un 19 degrés tel que vous l'entendez régulièrement dans les médias, pour une personne âgée, ce n'est pas suffisant. Il faut être entre
22, 24 degrés en journée. On peut baisser de 2 à 3 degrés dans la nuit sans être en deçà de 18. Donc la GTB classe A, elle nous paraissait la solution la plus performante puisque la plus complète. Elle touche autant aux éléments de chauffage que climatisation, mais aussi à la chaufferie et à l'éclairage. C'est aussi la solution qui a un ROI le plus performant puisqu'on est sur 30% sur le chauffage et 13% sur l'électricité. Et puis derrière, c'est un outil de pilotage efficace sur les dérives humaines, puisque tout à chacun, lorsqu'on n'est pas chez nous, on fait un petit peu moins attention à la consommation. Et c'est le cas aussi pour nos collaborateurs. Ça nous permet d'avoir un monitoring régulier et de pouvoir vérifier qu'effectivement les températures paramétrées sont bien respectées. On a pris le site pilote de la Roche-Maillarde, donc en Loire-Atlantique, parce que vous avez compris le contexte. Évidemment, quand on fait un site pilote, une expérimentation, il faut en faire le bilan. Un an après, malheureusement, les résultats étaient mitigés. En tout cas, ils n'étaient pas à hauteur de la promesse faite par les professionnels. Alors, vous me direz, c'est bizarre de venir témoigner en ce sens. Pour autant, quand on fait un REX, il faut aussi analyser les causes finalement de non-succès. Ce qu'on a fait avec M. Tomezic d'Enera. Et on s'est aperçu qu'effectivement, début d'année, alors ça on s'en est aperçu rapidement, le dispositif avait été totalement déposé parce qu'on était dans les fêtes de fin d'année et que le ressenti des collaborateurs n'était pas finalement le bon. En tout cas, ils avaient un ressenti de froid. Et donc, ils ont considéré que le système n'était pas performant. Et au lieu d'appeler l'assistance ou le siège social de l'association, ils ont décidé de déposer eux-mêmes l'ensemble du dispositif. Donc, on a réinstallé en fin janvier 2024 le dispositif en traitant les causes de dysfonctionnement. Et puis fin d'année, on s'est aperçu aussi qu'à nouveau, on avait quelques locaux qui avaient été déparamétrés dans leur température et un système de chauffe qui n'était pas cohérent, en tout cas au niveau de la chaufferie, c'est-à-dire bien supérieur à la nécessité pour assurer la sécurité sanitaire. Donc on a pu faire un plan d'action qui a été efficace. Tout à fait. Et donc ce qui a été fait, c'est un bilan au bout d'un an d'installation pour voir justement où se situait l'efficacité du système. Donc on a pu avoir quelques actions correctives. Alors je vais passer rapidement, là c'est ce qu'a dit Madame Rodrigue sur l'analyse des températures avec un système qui régulait parfaitement et qui remplissait son rôle, mais sur des températures pour le confort des aînés élevées, ce qui ne nous a pas permis d'avoir des économies immédiates sur le fonctionnement du système. On s'aperçoit également sur des exemples de régulation en chambre qu'on a une parfaite régulation. Donc là, c'est plutôt sur la partie terminale, où on a des servomoteurs qui vont définir la température à 0 degré près. Et on a des températures l'analyse des températures de fonctionnement, où on voit qu'on a des températures de cascade au-delà de 80 degrés, une température d'eau chaude sanitaire au-delà de 70 degrés. Et dans l'analyse des consommations gaz, on s'aperçoit, si vous avez la frise en tête des actions menées, fin 2024, on réinstalle suite au démantèlement fait sur place, et on a des modifications de consigne de température à plus 1 degré. Source ADEME, plus 1 degré, plus 7% de consommation. C'est-à-dire qu'on a un système qui régule très très bien, parce qu'on a fait 7% de consommation supplémentaire. Ce qui n'était absolument pas le but de la manœuvre sur ce site. Et donc on a mené 2 actions pour voir justement le résultat rapidement. C'est abaisser température de réseau primaire à 70 degrés et abaisser les températures d'eau chaude sanitaire. Ça nous a permis dans ce sens-là de toujours garantir le confort des résidents. Et donc on s'aperçoit très vite sur les températures de fonctionnement l'abaissement des 2 températures de cascade et température ECS. On a un petit incident autour du 7 janvier que j'ai voulu mettre en évidence, ce qui a permis, en fait, en faisant du monitoring pendant cette période-là assez poussée, donc de l'énergie management assez poussé, de s'en rendre compte et de limiter la dérive. Et ce qui nous permet d'obtenir ces résultats sur 1 mois et demi de correctif. C'est-à-dire, là, on est sur des consommations comparées qui sont normalisées par rapport à l'année 2023. Et donc, juste sur 1 semaine et demie, en décembre, on arrive à faire moins 8% grâce à ces actions. Et si on compare janvier 2025 à janvier 2024, toujours en normalisant les consommations par rapport à l'année 2023, donc en prenant les mêmes rigueurs hivernales, on arrive à moins 24% de consommation.
Et enfin, pour que l'analyse soit complète, on a analysé aussi les consommations 2025 par rapport à l'année 2023, qui est notre année de référence en termes de rigueur hivernale, et ce qui nous amène à moins 19% de consommation sur des consommations normalisées. On a eu un mois de janvier beaucoup plus rigoureux que les 2 dernières années. Donc en termes de consommation brute, il n'y a pas une impact importante. Mais par contre, en consommation comparée, les résultats sont là sur 2 actions simples. Et on peut même aller encore plus loin sur le cadre de cet établissement. Ça va être les prochaines étapes. C'est également peut-être d'aller chercher du réduit de 1 degré supplémentaire de réduit de nuit. C'est-à-dire sur des plages horaires qui sont assez importantes pour aller encore grappiller des pourcentages d'économie et rentrer dans la bonne efficacité du système. L'outil de la GTB est un superbe outil. Tout le monde en installe aujourd'hui. C'est un énorme boom. Mais si on n'a pas suffisamment d'analyse et si on ne fait pas d'énergie management dessus, on a un bel outil qui ne sert pas à grand chose. Voilà. C'était un peu pour conclure notre présentation sur ce sujet et on va passer aux questions-réponses si vous avez des questions. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation qui est claire. Ce que je retiens dans ce que j'ai entendu là, c'est qu'il y a quand même une éducation à faire, une explication à faire. Parce que techniquement, aujourd'hui, on voit que ça fonctionne très bien, mais la non-compréhension a fait un démontage ou, entre guillemets, ou je ne sais pas si c'était des radiateurs à eau chaude, je suppose, donc les gens ont enlevé les têtes thermostatiques. Voilà, donc on en arrive toujours au même problème en fait. Est-ce que vous adhérez au fait qu'il faut faire une éducation, puisque vous avez, j'ai vu, un plan de déploiement sur 8 bâtiments? Ah oui, tout à fait. C'est finalement la conclusion aussi du bilan. C'est que l'outil est efficace et performant, mais que sans cette sensibilisation au niveau du personnel sur la responsabilisation, en tout cas du pilotage sur site, mais aussi au niveau national, finalement, on n'atteindra pas les résultats de performance attendus. Donc, on travaille aussi avec Enera en ce moment pour, derrière, engager un travail de pilotage, parce qu'il y a eu un travail conséquent effectué par M. Tomézik pour traduire les baisses de consommation, en tout cas les paramétrages que nous avons pu faire, les traduire en baisse de consommation. Et ça, nous n'avons pas aujourd'hui la ressource interne, nous ne pouvons pas l'internaliser à ce stade. Mais par contre, il nous faut pouvoir faire à minima semestriellement le travail qu'on a fait là au bout d'un an. Oui, clairement, c'est à minima un bilan par semestre qu'il faudrait faire, justement pour limiter ces fameuses dérives qu'on a pu constater. Et j'ai mis en avant le petit défaut de température primaire qui a eu lieu le 7 janvier, tout simplement parce qu'il y a eu des travaux qui font partie de la maintenance. Il y a aussi l'implication du mainteneur du bâtiment tertiaire qu'il faut mettre dans la boucle de la mise en place de ce type de solution. D'autres questions? Vous avez une petite idée du retour sur investissement à peu près en nombre d'années par rapport je dirais, à l'investissement que vous avez fait en matériel, installation, etc. et une baisse de conso sur la base des 24% que j'ai vu? Alors, on l'a effectué sur la Roche-Maillard. Évidemment, le retour sur investissement, quand vous partez avec 142 € du mégawattheure, il est extrêmement rapide. Donc, on était sur 3-4 ans. On était sur 3 ans en fait, de retour sur investissement avec une estimation d'économie à 20%. C'est ce qui était estimé et ce qu'on voit sur les résultats comparé à 2023, on est à 19%, on n'est pas loin de la vérité. Mais avec la mise en place d'actions très spécifiques d'abaissement de température. Donc on est sur au prix du mégawattheure, on est sur 3 ans de retour sur investissement. On a perdu un an là, en faisant les analyses, mais j'espère rattraper ce retard grâce aux futures actions. Ce qui veut dire globalement, si on se projette pour tous les gens qui sont dans l'Assemblée, 3 ans, même si entre guillemets on avait une baisse de 50%, on serait à 6 ans. Ce qui veut dire que globalement, c'est le ROI le plus bas de ce qu'on peut faire dans un bâtiment, parce qu'en dessous de 6 ans, c'est compliqué. Mais ça veut dire aussi que si vous avez des bâtiments où vous n'êtes pas propriétaire, où vous êtes locataire, sur un bail 369, même si vous êtes à 6 ans, vous avez le bénéfice de toute façon du 369 à partir de la 6e année ou de la 3e année. Je comprends bien ça. Alors nous, on n'est pas sur des baux 369. On est sur des conventions de location longue durée.
Et on travaille, effectivement, on a la chance d'avoir des propriétaires. On est propriétaire d'une partie de notre parc. On a 8 établissements dont on est propriétaire, le reste gestionnaire. Et on a la chance de travailler vraiment avec des partenaires. Donc qui intègrent et on travaille sur un certain nombre d'actions en matière de transition énergétique, dont la GTB. Et on va rechercher les financements aussi auprès de nos autorités de tutelle avec nos propriétaires.